enjeu extrêmement spécial. Nous avons 2 absents. Notre présidente, Sarah Doc, et son compagnon, Yal. Sarah reviendra, pas Yal. Alors, on a décidé de lui rendre hommage. Et c'est à Gilles Francescano que je demande de nous en parler. Merci. Salut les copains. Je découvre les photos en même temps, je découvre la musique en même temps. Bon, la journée a été un petit peu longue, mais j'ai rien préparé, forcément. Mais pour vous parler d'Yal, je vais un petit peu vous parler de moi, puisque quand j'ai connu Yal, j'avais des cheveux longs, plein d'espoir dans ce métier, que je connaissais assez peu. J'avais fait quoi, 2 couvertures de livres. J'habitais en banlieue parisienne, et puis une fois, Nicole Ibert me téléphone, Nicole Ibert du Fleuve Noir, en me disant « On a 4 bouquins pour toi ». Alors je me souviens, j'étais dans un petit appartement, mais quand même, je sautais au plafond quand même. Et elle me dit « Il a un nom imprononçable, mais ça devrait te plaire ». Et donc j'ai commencé à illustrer La Bohème est livrée en 4 tomes. Et au bout du 2e tome, en fait, j'avais un voyage pour une démonstration à faire dans un salon à Lyon, une démonstration d'aérographe à l'époque. Et j'ai eu la bonne idée de téléphoner, de regarder le numéro de téléphone sur le manuscrit du bouquin et de téléphoner à M. Soulier, en fait, en lui disant « Bonjour M. Soulier, je suis Gilles Francescano, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, je descends à Lyon, j'aimerais bien vous rencontrer. » Et Yann s'est marré parce que les bouquins étaient sortis depuis un mois, mais je pense qu'il passait sa journée à regarder les bouquins et à regarder les couvertures, donc mon nom, il le connaissait par cœur. Donc je suis descendu à Lyon, croyant rencontrer, je dirais, un mec normal qui n'allait pas forcément changer ma vie. Et puis j'ai fait ma journée de démonstration, il est venu me chercher à la sortie du salon, j'avais un hôtel de prévu que j'ai jamais vu, puisqu'on est parti chez lui, et puis il m'a fait découvrir le Communard, donc un super kir avec tous les plus mauvais vins rouges que vous pouvez trouver. Et puis il m'a fait découvrir ma première nuit blanche avec lui. Et en fait, ce jour-là, on a passé la nuit à parler de l'Histrion, qui était au départ un projet de bande dessinée, avec toutes ces idées à la con qu'il a pu véhiculer ensuite pendant les 30 années suivantes. Et puis moi, forcément, j'ai buvé ses paroles, on rigolait, et puis je picolais. Et puis le lendemain, j'ai passé le salon à vomir. Il est revenu me voir, il était tout content de la rencontre. Alors bon, je ne vais pas vous raconter toutes les nuits blanches et tous les murs maculés. Mais voilà, il y en a eu un bon paquet. Il y a eu des soirées de rire, des soirées de pleurs sur des chansons à la con, parce qu'il adorait en fait Jean-Jacques Goldman. Ça, il aurait peut-être jamais voulu le dire en public. C'est pas grave. Ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que le premier mot qu'il a dit à sa femme de l'époque, Florence, quand je suis arrivé dans sa vie, ça a été: tu vois, toutes ces années que tu m'as consacrées, que tu m'as permis à l'écriture, parce que La Bohème est livrée, ça a été écrit avec son espèce d'écriture en pâte de mouche, sur des cahiers d'écolier avec les tables de multiplication derrière quand même, hein. Il faut quand même le dire. Les manuscrits sont magnifiques parce qu'il n'y a quasiment pas de rature, mais il y a quand même son écriture super étrange. Et il lui a dit donc, tu vois, je t'avais dit que en me permettant d'écrire, j'arriverais à me faire des copains. Et ça m'a surpris moi comme réflexion, parce que je pensais que c'était un mec qui était déjà bourré de copains, il en avait quelques-uns, mais ce qui lui paraissait le plus important, c'était de trouver une nouvelle famille. Et donc vous êtes là ce soir. Donc je crois il me semble que vous avez tous, en tous les cas, à un moment donné de ces rencontres, eu le sentiment de faire partie de sa famille. Moi je me sens super orphelin depuis quelques heures, depuis quelques jours. J'avais dit à Yann que j'arrêterais après notre dernier livre. Bon, a priori, il a arrêté le premier. Mais voilà, on a fait de belles choses ensemble et je suis content d'être là ce soir avec vous. Parce qu'il y a eu vraiment une grande famille, et même s'il avait une sale gueule de patriarche, parce que j'étais pas super fan de sa barbe, mais je suis content qu'on soit là ici pour lui ce soir.
Par contre, j'aimerais juste pas entendre au bar je lève mon pastaga à la santé d'Yal. Je fume ma dernière clope à la santé d'Yal, ça j'aimerais vraiment pas l'entendre. Mais après, bon, vous faites comme vous voulez, parce que comme il disait, soyez surtout individuel et subversif. Donc je vous embrasse tous. Je pense très fort à ces 5 femmes presque, à Jo, sa fille, Florence, sa première femme, Sarah, qui j'espère reviendra très vite, Marion Bazoric et Mad. Mad qui était une partie de lui quand il avait 20 ans et qui n'a jamais pu quitter ses baskets. Merci. Bonne soirée. Alors maintenant, il y a une tradition au Verlanger, c'est que nous disons les auteurs. Et il y a une page chez Yal qui est absolument magnifique, que Pierre a tenu à nous lire. C'est celle des nageurs de foule. Merci. Je voulais d'abord lire Parleur, mais Parleur, j'aurais dû lire tout le livre, tellement le livre m'a touché. C'est le livre que je préfère de Yal. Donc j'ai choisi un petit extrait du premier chapitre de Transparence, excusez-moi, que je vais essayer de vous lire le mieux possible. Voilà. Il approche la quarantaine. Il grisonne un peu. Il porte une vieille sacoche de cuir marron sur le côté. Une sacoche de photographe, probablement dépourvue de tout matériel photo. Comme l'écharpe de soie autour de son cou, la sacoche le démarque de ses collègues. Tous les soirs de la semaine, à cette heure-là, il se rend d'un point à un autre, toujours au même point, des pensées qui tournent à vide. Il s'est arrêté de rêvasser quand il l'a aperçu dans le flux qui remonte l'avenue. 12 mètres devant lui. Derrière un futur obèse en complet veston mâchouillant un hot dog et une paire de jumelles n'ayant aucun lien de parenté, mais le même patron. Elle avance parallèlement à un kit main libre sous lequel marmonne un cadre, à la calvitie très aérodynamique, avec lequel elle n'a aucun rapport. Elle avance surtout sur la droite immédiate du flux qui, comme lui, descend l'avenue. Il n'a qu'un pas à faire sur le côté pour la croiser. Il le fait sans la lâcher des yeux. Elle ne le regarde qu'au moment où il arrive à sa hauteur. Alors, il incline légèrement la tête à son intention et lui adresse une moue chaleureuse, enjouée, comme pour la remercier d'exister. « Bonsoir », lui sourit-elle en pirouettant sur le point d'un pied. Elle n'a pas ralenti. Elle n'a même pas raccourci sa foulée. Lui s'est arrêté net. La personne derrière lui le heurte. Il trébuche sur le côté, percute le flot remontant, du moins le coursier, d'une petite boîte de bureautique qui cavale toujours borderline pour gagner du temps et qui voit son colis lui échapper des mains pour rouler sous les pieds des passants, dont plusieurs s'immobilisent en se baissant pour le ramasser. La mécanique des fluides vient de prendre un sacré coup de chaos. En pivotant, Naya n'a pas lâché les yeux de sa victime, mais sa vision périphérique a balayé la foule à 360 degrés et enregistré les positions des deux pisteurs. Elle ne peut pas deviner l'ampleur de la confusion qu'elle a déclenchée, ni en calculer les conséquences, mais elle sait que les pisteurs n'ont que 2 façons de s'en extraire rapidement pour retrouver sa trace. L'un va se déporter vers les bâtiments, l'autre vers la rue, et ils vont progresser vite à l'estime pour la rattraper avant le prochain croisement. J'espère que tu vas rester avec nous. Avec plaisir. L'hommage à Yal n'est pas terminé, mais en quelque sorte aussi, parce que nous attendons la seule qui est légitime à conduire le souvenir de Yal. Donc maintenant, nous allons passer à autre chose, au prix Julia Berlanger. Nous allons célébrer la subscription qui était la famille de Yal pour lui. Ça veut avancer ou ça veut pas? Et donc, les nominés du Julia Berlanger 2015 sont L'Humaine de Laurent Jeunefort, Mont 84 de Yves et Ada Rémy, Seul sur Mars d'Andy Hibert,
Terre bleue de nos souvenirs de Alastair Reynolds, L'adjacent de Christopher Priest et Origine de Laurence Funer. François, s'il te plaît. Oui, je vais vous lire un extrait donc, du livre Seul sur Mars. Un extrait qui se trouve à la fin, mais bon. Quand je pense à tous ces gens qui ont œuvré pour sauver mes miches, j'ai du mal à y croire. Mes coéquipiers ont sacrifié une année de leur vie pour revenir me chercher. À la NASA, d'innombrables personnes ont travaillé jour et nuit pour m'aider à modifier le rover et le VAM. Et JPL s'est donné tellement de mal pour fabriquer un cargo qui a explosé au décollage. Mais au lieu de baisser les bras, ils en ont fait un autre pour ravitailler Hermès. L'administration spatiale nationale chinoise a abandonné un projet sur lequel elle travaille depuis des années pour nous fournir un lanceur. Des centaines de millions de dollars pour un pauvre botaniste. Mais pourquoi? Je sais pourquoi. Pour commencer, parce que je représente le progrès, la science, et l'avenir interplanétaire auquel nous aspirons depuis des siècles. Et puis, et peut-être est-ce la raison principale, parce que les êtres humains ne peuvent s'empêcher de s'entraider. C'est instinctif. On peut en douter parfois, mais c'est la vérité. Quand un randonneur se perd dans la montagne, les gens organisent et coordonnent des recherches. Quand il y a un accident ferroviaire, les gens font la queue pour donner leur sang. Quand un tremblement de terre rase une ville, l'aide afflue de toutes les régions du monde. C'est une attitude si fondamentalement humaine qu'on la retrouve dans toutes les cultures, sans exception. D'accord, il y a des connards qui se moquent de tout, mais ils sont noyés sous la masse de ceux qui se soucient de leur prochain. Voilà pourquoi j'avais des milliards de personnes de mon côté. C'est cool, hein? Enfin, mes côtes me font souffrir le martyre, je vois toujours flou à cause de l'accélération que j'ai subie, je suis affamé, je ne reverrai la Terre que dans 211 jours et apparemment, je pue comme une crotte de putois déposée sur une paire de chaussettes trempées de sueur. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci François. Maintenant, je vais lire le tout début de mon 84. J'aime bien lire le début des romans. Comme disait un de nos auteurs de science-fiction, un début a toujours quelque chose de... Tu veux dire quelque chose, Norman? Ok, pardon, ça marche. Pardon ma mauvaise française, mais pour quelques raisons, c'est nécessaire que je dise ça en français. Quand j'arrive en France pour vivre ici pour la première fois, la situation de science-fiction, d'écrivain de science-fiction ici en France, c'est flou noir, rien de tout autre chose, en effet. Niveau par niveau, l'évolution de science-fiction comme une chose commerciale, avec beaucoup, vous avez un libraire là qui est conceivable 10 ou 20 ans après, non. Même aussi, à mon avis, l'évolution de la science-fiction française dans un vrai niveau littéraire. Et Yalard est à la frontière, à la barricade de faire tout ça. On luttait pour de droite, des écrivains, en un niveau comme ça, en demi-politique, ou commercial, des choses comme ça, mais avec un esprit comme une union d'écrivains qui n'existe pas dans tout le monde, mais aussi avec son littérature, et je ne lis pas beaucoup, mais je fais une chose qui était nécessaire avec Bâtard, par le dernier roman de Près. Et je fais une critique dans Asimov en anglais d'un livre qui n'existe pas
sauf en français. Maintenant, je n'écoute pas encore, mais c'est un livre et c'est un livre totalement de Yale qui était écrit en français à la frontière d'évoluer en niveau littéraire de science fiction dans un niveau sérieux que nous avons maintenant. Donc, il y a un an après le mort de notre ami Nolan Wagner, nous sommes très près en niveau personnel. Donc, je dis simplement au revoir, mon camarade. Merci Norman. Alors, un extrait de Mon 84 de Yves Darim et le tout début. On ne sait rien de cet enfant, sinon qu'il était caché parmi des fouillis de fougères, d'icaquiers et d'épines noires, dans le ravin qui borde la rampe Sisyphe, taillée dans l'âpre flanc non argos. Ses sentiments, ses mobiles restent ignorés. Les circonstances qui le conduisirent à son geste sont inconnues. Il est certain qu'il entendit d'abord le bruit d'un moteur. En se redressant légèrement, il dut regarder passer au-dessus de lui, lent, lourd de menaces, le véhicule à 6 roues. Assis sur les bancs du plateau arrière, les 4 gardes au profil glacé et rigide tenaient les canons courts de leurs pistolets mitrailleurs d'assaut, dressés à la hauteur de leurs casquettes grises. Comme la voiture disparaissait dans le lacet suivant, il put entendre le bruit déplorable des chaussures traînées, des cliquetis et des heurts métalliques qui approchaient. Il se redressa encore. 2 gardes à pied passaient, l'arme à la hanche, la bretelle à l'épaule, une main posée mollement sur le canon. Et eux, ils apparurent. Il les vit enfin, en rang par 2, dans leur combinaison jaune à longue fermeture mécanique, coiffés du bonnet des anciens bagnards à rainures noires et blanches, menottes au poignet, les chevilles entravées par des fers de contrainte. 2 autres gardes fermaient la colonne. Le bruit lui semblait encore plus misérable quand ils commencèrent à défiler devant lui. Et c'est Hugo Bellagamba qui va lire un extrait de Terre bleue de nos souvenirs. Merci beaucoup, et puis très heureux d'être là pour la remise du prix Julia Vermanger. J'aurais dû d'ailleurs être là bien avant. Malgré mes obligations, ça n'excusait pas mon absence, donc je suis très fier d'être là ce soir. Et juste un mot pour Yael, quand même. La première fois que je l'ai vu, c'était une caricature sur un fanzine qui s'appelait Planète à vendre. Il avait une tête absolument hallucinante. Et j'avais du mal à croire qu'il existait, et puis après j'ai lu l'Histrion, et tout comme Nulle part ailleurs de Serge Lehmann, je n'ai jamais oublié l'Histrion de Heyerdahl. Donc merci Yael pour l'Histrion. Donc je vous lis un extrait de Alastair Reynolds, La Terre bleue de nos souvenirs, un magnifique bouquin que j'ai eu la chance de lire très récemment, et traduit qui plus est brillamment par Laurent Casey. L'herbe était plus basse que dans l'habitat des rhinocéros, plus broussailleuse, sèche et blanchie, comme dans le Serengeti avant la saison des pluies. À mi-distance, il y avait un point d'eau, désormais réduit à un trou boueux. De l'autre côté de cette mare, groupée en une masse cubiste dotée de plusieurs jambes et de plusieurs têtes, se trouvaient 3 éléphants nains. Aussi gros que des bébés chèvres, leur corps gris était couvert de taches marron de boue séchée. « Expliquez-moi comment sont nés ces éléphants, dit Geoffrey. Dans des utérus artificiels, ici, dans la zone non observée, répondit Gleb. Les œufs fertilisés ont été importés, transportés in vivo dans des mules humaines. Chama et moi apportions tous les 2 des œufs, et nous avons eu des démêlés avec les autorités lunaires indiennes et chinoises à plusieurs reprises.
De toute façon, il vous en faudrait des centaines, des milliers, pour obtenir une population viable. Chama acquiesça. Oh, nous en avons des centaines, mais jusqu'ici nous n'avons fait naître que cela. Seulement ces 3 ? Autant que l'habitat peut raisonnablement en supporter, expliqua Chama. Geoffrey était resté neutre à propos des rhinocéros. Désormais, sa répugnance se transformait en un dégoût précis et ciblé. C'est inacceptable. Peu importe vos objectifs, vous ne pouvez pas faire ça à ces animaux. Geoffrey, dit Sunday, il ne l'écouta pas. Les éléphants ne naissent pas dans le vide. Ils grandissent dans une société complexe qui les éduque, dotée d'une hiérarchie maternelle forte. Un clan d'éléphants peut regrouper de 30 à 100 individus. Et il y a également des forts liens entre les clans. Ce que vous faites ici reviendrait à placer des bébés humains dans des cubes d'isolation. Sunday avait posé une main sur son bras, elle serra un peu. Ils sont au courant de ses problèmes, petit frère. Chama ne parut pas du tout offensé par la colère de Geoffrey. Dès la conception de ces habitats, nous savions que les éléphants auraient besoin de familles de substitution, qui leur fourniraient un contexte de développement. Alors nous avons cherché le meilleur moyen d'y parvenir. Et dès le stade de l'embryon, ces animaux ont grandi, avec des neuromécanismes dans la tête. Ça ne devrait pas te scandaliser, non? Pas nécessairement, mais tout dépend de ce que vous faites de ces mécanismes, dit Geoffrey. Ces éléphants ont besoin d'un contexte sociabilisant, répondit Gleb. Alors nous le leur offrons. Les neuromachines leur donnent des hallucinations en activant directement les modules visuels, auditifs, olfactifs de leur cerveau. Oui, nous créons des chimères, en d'autres termes, un troupeau fantôme, qui leur fournit des stimuli et des conseils. Les éléphants vivent dans une réalité augmentée, tout comme nous, lorsque nous chinguons. À la différence près que nous savons que les chimères sont des chimères. Les éléphants n'ont pas l'équivalent cognitif pour faire cette distinction. Si c'était le cas, les chimères ne leur serviraient à rien, dit Chama. Merci Hugo. Olivier Paquet, ancien lauréat, enfin toujours lauréat, du prix de la jusqu'à dans quelques minutes, va nous lire un extrait de Laurent Sumer, Origine. Ambre s'était adossée à la pierre déjà refroidie du monolithe, la tablette holovide posée sur une cuisse. Depuis quelques instants, la voix de Tokalinan emplissait l'obscurité, provoquant des tremblements irrépressibles dans son diaphragme. Sa nuit s'annonçait difficile. Il chante Na Neche. À mesure que se complexifiait la mélodie, elle voyait distinctement dans sa tête se former la structure titanesque qui s'enfonçait dans l'océan. Nuances de bleu, de vert, la profondeur, son, odeur de la mer. Et puis le fait, le ciel, l'idée d'élévation, l'axis mundi, Na Neche qui, pareil à un coquillage immense, jaillissant des eaux, s'étirait pour rejoindre les archipels du ciel. Elle devinait d'autres choses aussi. Ça grouillait en elle, ça la traversait, tels des flashs trop brefs pour qu'elle puisse les saisir. Le sens est là, à la lisière de ma compréhension, même s'il demeure en partie caché. Je n'y peux rien. Les éléments se mettent en place à leur rythme. L'univers des Tin Can est percé par la lenteur ou l'absence de temporalité. Présent, passé, futur, tous mélangés, comme je l'avais expliqué à Stanislas dans la base des interportistes. Indifférenciés. Un défi pour ma nature impatiente. Le rêve y a sa part aussi. Elle se souvenait de ses visions de végétation et de chaleur, tandis qu'elle se trouvait à bord de nouvelles prospérités. Les lianes, le feuillage, la touffeur imprégnant son imagination, bien qu'elle n'ait jamais visité le temple noir aux Écritures auparavant. Avant de la découvrir, je savais, exactement comme maintenant, pour Na Neche. Non, cette nuit, elle ne dormirait pas. Elle la passerait à écouter le ressac, les murmures de la forêt, les soupirs des hommes, tout cela mêlé à les mélodies de Tokalinan. Je vais lire à présent, puisque je vous ai dit, j'aime les débuts, le début de l'Humanum de Laurent Jeunefort. Le tout début. La vie intelligente sur Garance apparut 100 000 ans avant que la planète ne porte ce nom. Cette vie-là n'était pas humaine, ni même organique. L'humaine était unique en son genre parmi les dépositaires. Elle avait commis l'un des crimes les plus graves, détourner un passage à discontinuité spatiale dans le but de le transformer en pont temporel et tenter de modifier le passé de l'univers. La marraine des espèces avait laissé des milliers de passages analogues ouvrant sur autant de mondes. Bien plus tard,
Les humains les désigneraient sous le nom de portes de banque. Les dépositaires voguaient de monde en monde, explorant des volumes d'espace vertigineusement vastes dans le cerveau de vaisseaux dont ils formaient la conscience. Ils n'avaient aucun ennemi. Le respect des passages à discontinuité spatiale constituait un fondement non seulement de leur civilisation, mais aussi de leur morale personnelle. L'humain fut jugé, reconnu coupable et condamné à une peine de réclusion de 10 000 ans sur une planète déserte. Dévoyer un instrument de la marraine des espèces était considéré comme une déviance éthique extrême pour des êtres qui se qualifiaient eux-mêmes de dépositaires. Il était plus immoral encore de vouloir accorder le destin de l'univers aux aspirations de son monde intérieur. On circonscrivit sa psyché à l'intérieur d'un substrat cristallin, assemblé atome par atome. Puis, on trancha les fils invisibles qui la reliaient à la communauté des dépositaires. Le silence engloutit l'humain. Et je te redonne la parole pour l'adjacent de Christopher Priest. Traduit par Jacques Collin. Ça a été traduit par Jacques. Le CAP fut un temps connu sous le nom de défense par adjacence. Tel que conçu dès l'origine, il n'avait aucune fonction agressive, demeurant en tout point réactif passif. À l'aide de ce que les physiciens quantiques appelaient parfois des opérateurs annihilateurs, un champ d'adjacence pouvait être créé qui déroutait la matière vers un espace différent ou adjacent. Un missile lancé, pour reprendre le célèbre exemple utilisé par le professeur Rietveld, n'avait plus besoin d'être intercepté ou détourné ou détruit, il pouvait être déplacé vers une dimension quantique adjacente, si bien qu'en pratique, il cesserait d'exister. Dans ses premières versions fonctionnelles, l'adjacence nécessitait de grandes quantités d'énergie, mais il était dans sa nature de pouvoir être diminué ou augmenté, utilisé encore et encore. Les développements subséquents de cette technique se concentrèrent sur la réduction de la charge énergétique et l'amélioration de ses capacités fonctionnelles. Le professeur Rietveld écrivit un jour avec optimisme l'éventualité d'un monde futur hypothétique dans lequel chaque ville, chaque installation scientifique, chaque maison et peut-être même chaque personne pourrait être protégée de façon permanente de toute agression par un champ d'adjacence localisé. Tirant les leçons de l'histoire, en particulier de l'expérience de leurs prédécesseurs ayant travaillé sur le projet Manhattan, le travail théorique qui avait directement mené aux premières armes nucléaires, Rietveld et ses collègues développèrent un argumentaire raisonné et formel en défense de leur travail théorique. Le champ adjacent perturbatif n'avait aucune application possible d'armes agressives, expliquait-il dans le plaidoyer. Sa fonction était totalement pacifique. Il ne pouvait pas déstabiliser le monde, ni d'une quelconque façon affecter l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Les idéologies, les systèmes économiques, les religions, les mouvements politiques resteraient inchangés parce qu'ils n'appartenaient pas à son champ d'action. L'adjacence ne pouvait pas tuer, ne pouvait pas empoisonner, ne pouvait pas polluer, ne produisait pas de déchets radioactifs, ne pouvait pas être corrompu en tombant entre de mauvaises mains. Ce fut ce qui s'ensuivit, qui poussa le professeur Rietveld à se couper volontairement du reste du monde. Dans les 2 ans, le premier test d'une arme d'adjacence avait eu lieu dans le désert de Gobi, évidemment sous les conditions scientifiques et morales les plus strictes. Le mot annihilation fut utilisé par le journaliste d'un magazine scientifique et de là dans l'imaginaire collectif. La prolifération fut aussi rapide qu'inévitable, ce que Rietveld et les autres avaient craint et tenté d'éviter, et bientôt chaque puissance importante ou expansionniste disposa d'une forme ou l'autre du système. Personne ne menaça d'en faire usage, il suffisait d'en avoir la capacité. L'on ne parla plus de son rôle de défense réactive passive. Merci. Cette année, le prix Julia Verlanger s'est trouvé devant un problème. Nous avons eu des presque des échos. Et devant le dilemme, nous avons décidé d'accorder un prix spécial. Hélas, totalement honorifique, mais qui témoigne de notre amour du travail de l'écrivain dont je vais parler. C'est pourquoi j'appelle pour le prix spécial du jury Verlanger, Christopher Priest, pour l'adjacent. Bien avec mon prix. Alors, il y a une tradition, il faut embrasser l'ancien lauréat. Donc, voilà.
Et reste avec nous, Chris, pour accueillir, s'il te plaît, le lauréat du prix Julia Verlanger 2015. Et donc, j'appelle à nos côtés, pour rejoindre la cohorte des... Oh, oh. Hello. Several years ago, I won the prize at Utopial for a lifetime achievement. Bonsoir. Il y a quelques années, j'ai gagné le prix récompensant ma carrière aux Utopia. Which was very pleasing. However, in Britain, a lifetime achievement is usually given to people who are not likely to write anymore. J'étais très heureux, mais il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, quand on donne un prix pour la carrière, en général, on donne à des gens qui sont susceptibles de ne plus jamais écrire. So I took it as a very Gallic suggestion. Donc j'ai pris ça comme une suggestion très galloise. Gauloise, pardon. However, I live. There is life after death. Mais visiblement, heureusement, il y a une vie après la mort. So I'd like to thank the jury very much. It's a great honour. I think the Julia Verlanger Award is well worth winning, and I'm very grateful. Donc je voudrais remercier le jury, je suis très reconnaissant. Le jury avait tout compris et remercie Christopher du plaisir qu'il lui a donné. Voilà. Surtout que tu as écrit. Et maintenant donc, j'appelle le lauréat, prix Julia Verlanger 2015. Laurent Jeunefort, pour lui-même. Bravo. Alors, le prix Julia Verlanger est une maladie sexuellement transmissible qui se transmet par le bisou. Voilà. Et Laurent, peux-tu nous dire quelques mots ? Je sais que non, mais on va l'obliger quand même. Ouais, voilà, tu connais mon goût pour les speeches comme ça. Merci infiniment, c'est tout. Et puis me retrouver aux côtés de Christopher Priest, putain, c'est... Voilà. Ça le fait, hein. C'est trop cool, ouais. Merci beaucoup. Je remercie la famille d'être venue et je l'invite à venir boire Nunc est Bingenlum en salle J pour fêter nos lauréats ensemble. Merci.